Maintenant que l'Empire britannique contrôlait la principale région productrice de pavots du sous-continent indien, la Compagnie des Indes et la couronne britannique allaient enfin voir la solution à un vieux problème dans leur relation avec la Chine. Les Britanniques ont entre leurs mains une arme puissante qui leur permettra de devenir la plus grande puissance du monde et qui va anéantir l'empire le plus riche de la planète, la Chine. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons comment l'Empire britannique va dynamiser le trafic international de drogue à un niveau jamais vu auparavant dans l'histoire de l'humanité. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo avec tous ceux que vous connaissez. C'est la seule véritable chaîne de géopolitique en portugais, et c'est pourquoi votre soutien est fondamental pour que je puisse continuer à vous apporter du contenu sur la géopolitique, l'histoire, la sécurité et le renseignement. Je m'appelle Déléan Petry, et voici Géopolitique mondiale. Imaginez ce scénario. Un cartel de cocaïne colombien, soutenu par le gouvernement colombien, lance une offensive militaire réussie contre le Brésil. Ensuite, il force le Brésil à légaliser la cocaïne et à permettre au cartel d'importer la drogue dans les 5 plus grandes villes brésiliennes, sans supervision et sans payer d'impôts. Imaginez aussi que ce cartel colombien oblige les trafiquants à gouverner tous les citoyens colombiens qui opèrent dans ces 5 plus grandes villes, en plus de forcer le gouvernement brésilien à devoir payer en plus des indemnités de guerre d'une valeur de 100 milliards de dollars au gouvernement colombien. Si vous pensez que cela serait absurde, surréaliste, quelque chose au-delà de l'imagination des écrivains de science-fiction les plus exagérés, ou même que les théoriciens du complot les plus ridicules ne pourraient sans pas imaginer une telle chose, alors découvrez le scénario des guerres de l'opium en Chine, menées de 1839 à 1842 et de 1856 à 1860. Mais dans la vie réelle, remplacez le mot « cartel colombien » par « Compagnie des Indes orientales », la Colombie par l'Empire britannique et le Brésil par la Chine. Les guerres de l'opium, des conflits, survenus en Chine au XIXe siècle, impliquant les puissances coloniales britanniques et françaises en éproite contre l'Empire Qing, ont été des guerres oubliées ou ignorées dans les histoires occidentales, mais elles sont rappelées comme des symboles de la domination impérialiste occidentale et ont des répercussions jusqu'à aujourd'hui, non seulement en Chine, mais en Asie dans son ensemble. L'objectif des puissances coloniales était de forcer la Chine à légaliser et à importer l'opium, un narcotique hautement nocif, et de permettre aux puissances coloniales de contrôler les villes chinoises où l'opium était vendu. Et la raison était simple. En plus d'être un obstacle au processus impérial européen en Asie, la Chine entretenait également des relations commerciales très défavorables. En effet, les Chinois n'étaient nullement impressionnés par les produits industriels anglais et ne manifestaient aucun intérêt à acheter des produits importés d'Europe. En plus du protectionnisme imposé par le gouvernement impérial chinois qui rendait difficile l'entrée des produits anglais, même parmi la population chinoise, les produits européens, pourtant convoités dans de nombreux endroits du monde, n'étaient pas attrayants. C'est pourquoi la balance commerciale des Européens, surtout de la puissante Angleterre avec la Chine, était d'un négative. Car si les Chinois n'étaient pas intéressés par ces produits européens, l'inverse se produisait cependant. Les produits de Chinois et leur exotisme foisonnaient dans les grandes capitales d'Europe. Mais il y avait une exception. L'opium produit à l'intérieur du sous-continent indien. Cette drogue était la seule chose qui pouvait être exportée vers la Chine à grande échelle parce qu'il y avait de la demande. Mais il y avait un problème. Elle était interdite par les autorités impériales chinoises. La production d'opium en Inde remonte à des milliers d'années, la plante étant cultivée à des fins médicinales et récréatives. Cependant, l'histoire de la production d'opium en Inde a changé radicalement au XIXe siècle lorsque l'Empire britannique a commencé à contrôler et à monopoliser la production et le commerce de l'opium depuis la région de Mawar. Les Anglais ont pris un aspect religieux et médicinal et l'ont transformé à l'échelle industrielle pour l'exporter dans le monde entier. Grâce à la technologie et à l'industrie anglaise, la production d'opium a explosé à une échelle colossale. Et en plus, comme il est hautement addictif, il a créé sa propre demande. Avant l'arrivée des Européens, les thugs évoqués précédemment domineront le monde souterrain à Mawas.
Mais maintenant, à mesure qu'ils étaient supprimés, la Compagnie des Indes orientales a commencé à dominer la région et, par conséquent, à contrôler les producteurs et les commerçants de la zone. Ce contrôle de la production d'opium en Inde par l'Empire britannique a été crucial pour la croissance du trafic d'opium au niveau international, quelque chose qui, jusqu'alors, était inédit. Avec le pavot cultivé et transformé en opium en Inde, puis exporté vers d'autres pays, y compris la Chine, par l'intermédiaire de contrebandiers anglais qui le revendaient à des criminels et à des sociétés secrètes chinoises, notamment les triades chinoises. À cette époque, les puissances industrielles occidentales et la Chine étaient point en conflit en raison de différences culturelles et commerciales. Alors que les Occidentaux recherchaient le libre-échange, des contacts diplomatiques réguliers et des ambassades résidentes en Chine, les Chinois s'opposaient à cette présence étrangère dans leur pays. Le point de tension le plus important fut l'insistance des Occidentaux à importer de l'opium en Chine, ce qui était interdit sur le territoire chinois, mais qui ne cessait de croître dans le marché clandestin. La Cour Qin décida alors d'éradiquer complètement le trafic d'opium et envoya l'officier Lin Zexu pour mettre fin à ce commerce à Guangzhou. Là, il fit arrêter tous les impliqués, y compris les étrangers, jusqu'à ce qu'ils remettent leur contrebande pour qu'elle soit détruite par les autorités chinoises. Lin écrivit également une lettre à la reine Victoria demandant l'éradication de l'opium dans les territoires britanniques en Inde. Dans la lettre, il disait « Dans de nombreuses régions de l'Inde sous votre contrôle, telles que le Bengale, Madras, Bombay, Patna, Bénarès et Mahoua, l'opium a été cultivé d'une colline à l'autre et des réservoirs ont été construits Bansou pour sa production. L'odeur nauséabonde monte dans l'air, irritant le ciel et effrayant les esprits. En vérité, vous, ô reine, pouvez éradiquer la culture de l'opium dans ces endroits, arracher entièrement les champs cultivés et y semer à la place les 5 céréales. Quiconque ose essayer de planter et de produire de l'opium doit être sévèrement puni. Supposons qu'un homme d'un autre pays se rende en Angleterre pour commercer, il doit tout de même obéir aux lois anglaises, alors pourquoi ne devrait-il pas aussi obéir en Chine aux lois de la dynastie céleste ? Les marchands barbares de votre pays, s'ils souhaitent de faire des affaires pendant une longue période dans mon pays, doivent respecter nos lois et couper définitivement la source de l'opium. Malheureusement, la lettre de Lin n'a jamais atteint la reine Victoria. Pendant ce temps, l'opinion publique britannique a considéré le siège de Lin contre la communauté anglaise à Canton comme une offense inacceptable. Les pro-commerce avec la Chine ont poussé le Parlement à déclarer la guerre. Palmerston, alors Premier ministre anglais, a écrit une lettre à Pékin exigeant des réparations pour les offenses et insultes faites à la couronne britannique et à ses citoyens résidant en Chine. Il a également exigé la cession permanente d'une ou plusieurs îles sur la côte de la Chine pour servir de comptoir commercial britannique. Dans sa lettre, Palmerston a admis que l'opium était considéré comme de la contrebande selon les lois chinoises, mais il a soutenu que l'interdiction n'était pas juste car elle résultait de la corruption des fonctionnaires chinois, fidant ce Tarshoksan Simis. Ou, en d'autres termes, nous ne faisons du trafic que parce que vos autorités sont corrompues. Cet argument n'a pas été efficace et n'a pas changé la position du gouvernement chinois. Ce qui a poussé Palmerston à envoyer alors une flotte pour bloquer les principaux ports chinois, capturer des navires et prendre une partie du territoire chinois jusqu'à ce que les exigences soient satisfaites. Et ainsi commencerait la guerre de l'opium. Initialement, les Chinois pensaient que la menace britannique était improbable. Un fonctionnaire a soutenu devant l'empereur que la distance serait insurmontable pour les Britanniques, car leur long voyage rendrait l'arrivée de ravitaillement pratiquement impossible et leur défaite serait alors imminente. Cependant, même après que les Britanniques aient bloqué la rivière des Perles et capturé plusieurs îles proches de la ville de Ningbo, Lin écrivit avec indignation à la reine Victoria, exigeant humilité et soumission. Autrement dit, les Chinois n'arrivaient tout simplement pas à faire face à la réalité de leur infériorité militaire et technologique, car des siècles de suprématie dans la région avaient non seulement déformé la perception de la cour céleste quant à leur supériorité. Cette prétention n'a fait qu'accentuer l'humiliation inévitable. Les navires britanniques ont facilement brisé les défenses côtières et bloqué les principaux ports du pays. Des canons autrefois méprisés étaient désormais impuissants face à la technologie britannique.
Et ainsi la cour céleste fut humiliée par les barbares anglais. La demande amère de reddition des Chinois poussa les Anglais à exiger des concessions territoriales et une série d'indemnisations. Le gouvernement Qin étant obligé de payer au gouvernement britannique 6 millions de dollars d'argent pour l'opium qui avait été confisqué par Lin Zexu. 3 millions de dollars comme compensation pour les dettes que les commerçants de Canton avaient envers les commerçants britanniques et 12 millions de dollars supplémentaires en réparation pour le coût de la guerre, qui seraient payés en plusieurs fois avec un taux d'intérêt annuel de 5% en cas de retard. Mais le pire était à venir. Avec un gouvernement démoralisé et son autorité affaiblie, des sociétés secrètes aux visions utopiques et messianiques ainsi que le crime organisé ont prospéré en Chine. Dans les années qui suivirent, le gouvernement chinois déjà affaibli dut encore faire face à la rébellion Taiping, qui coûta la vie à 20 millions de Chinois. Et maintenant, en plus de l'Angleterre, les États-Unis et la France allaient également envoyer leurs navires pour participer au lucratif trafic d'opium. En 1859, le nouvel envoyé de Grande-Bretagne, Frédéric Bruce, débarqua en Chine pour échanger les ratifications du traité précédent. Cependant, lorsqu'il rencontra des barrages de policiers sur la route, il ordonna à son groupe de fusiliers britanniques de retirer les obstacles. Mais les forces chinoises résistèrent et vainquirent les Britanniques pour la première fois. Jusque-là, loin de permettre l'avancée anglaise, cela ne servit que de prétexte pour que les Britanniques puissent punir la Chine plus sévèrement, les Anglais recevant l'ordre d'occuper la capitale et de forcer l'empereur à accepter les nouveaux accords. Pour cela, le commissaire, Lord Elgin, chef des troupes anglaises, ordonna l'incendie et le pillage du palais d'été de l'empereur, ce qui constitua l'un des plus grands vols et destructions de patrimoine historique. Durant la Seconde Guerre de l'opium, la Chine était non seulement gravement affaiblie, mais subissait également une forte pression. Désormais, elle faisait face à plus que les Anglais, mais aussi les Américains, les Français et d'autres nations européennes. Et au nord, la présence russe commençait également à se faire sentir. L'Empire chinois s'acheminait vers son agonie, et, avec la défaite militaire, les puissances occidentales imposèrent encore plus de conditions humiliantes aux Chinois, le commerce et la consommation d'opium étant désormais légalisés de force en Chine. La légalisation de l'opium en Chine nous donne un exemple historique des conséquences de la légalisation des drogues. La drogue allait maintenant se répandre de façon épidémique, provoquant une dépendance de masse. Le nombre de personnes malades suite à la consommation de drogue a explosé. Car la consommation d'opium a entraîné des problèmes de santé tels qu'une insuffisance respiratoire, des lésions cérébrales et des troubles de la mémoire à grande échelle dans la population. Comme l'opium est une drogue dépresseur, c'est-à-dire que celui qui en consomme perd la volonté et l'intérêt de faire quoi que ce soit d'autre que de consommer la drogue elle-même. La Chine a commencé à perdre une quantité énorme de main-d'œuvre pour son économie, tant à cause de la consommation de la drogue que des maladies qui en découlaient ce qui a entraîné une baisse de la production, principalement alimentaire, et par conséquent de l'inflation et de la pauvreté. La légalisation forcée de l'opium a également affaibli davantage l'autorité politique de la Chine, permettant au crime organisé de dominer désormais des territoires entiers, et faisant rapidement apparaître des généraux à la tête de militaires corrompus et de criminels. Ce qui a augmenté la criminalité à des niveaux jamais vus auparavant dans l'histoire mondiale. La Chine, alors la nation la plus riche de toute l'histoire de la planète jusqu'à ce moment-là, a traversé une série de crises économiques, sociales et politiques, ce qui a fait qu'en seulement 90 ans, elle a atteint des niveaux de pauvreté, de faim et de destruction pratiquement bibliques. Rarement dans l'histoire a-t-on vu une nation aussi riche et puissante décliner aussi rapidement à des niveaux aussi profonds. Ce que les armées envahissantes n'avaient même pas réussi à faire dans le passé, les drogues parrainées par le gouvernement britannique parvenaient désormais à détruire le royaume du milieu, la Chine. Cependant, parmi les groupes criminels qui ont émergé à cette époque, un en particulier mérite d'être souligné. La société secrète des triades chinoises, basée principalement à Hong Kong et dans le Guangdong. Les triades allèrent bientôt innover. Avant, ils n'étaient que des intermédiaires entre les trafiquants européens et les consommateurs de drogue chinois. Désormais, ils allaient accroître leur capital économique et politique.
Les triades se sont progressivement répandues en Asie du Sud-Est, contrôlant non seulement le marché de l'opium, mais aussi, tout aussi lucratif, le marché des êtres humains, en particulier celui des travailleurs chinois. Et plus encore, les triades ont vite compris qu'elles pouvaient évincer les Européens du commerce de la drogue lui-même, en prenant le contrôle des zones de production d'opium dans la région du Népal, de l'Himalaya et de l'Indochine. En quelques années, les triades ont tellement augmenté la production d'opium que le prix a chuté de façon vertigineuse, faisant s'effondrer l'économie de l'opium dans la région de l'Inde. Et comme les régions du Népal, de l'Himalaya et de l'Indochine étaient hors de portée de la Compagnie des Indes orientales, les Européens ne pouvaient rien y faire. Et à partir des routes de l'intérieur du continent asiatique, les triades chinoises allaient désormais s'associer à une autre organisation de Chinois vivant hors de Chine, les fameux Tongs, qui étaient présents dans les communautés chinoises aux États-Unis, en Angleterre et en Europe continentale. Avec cette association internationale, les triades, qui possédèrent à la fois les routes du trafic d'opium et contrôlèrent en même temps une production à l'échelle industrielle, ont rapidement changé la réalité économique du trafic de drogue. La Chine, qui jusqu'alors était le plus grand importateur d'opium, allait désormais devenir le plus grand exportateur d'opium. Et bientôt, ce produit qui rendait dépendant et victimisait le peuple chinois commençait aussi à être trouvé en grande quantité dans des villes comme Londres, Manchester, Birmingham, Paris, New York et San Francisco. Le sort se retournait maintenant contre le sorcier et, par conséquent, la balance commerciale des Européens avec la Chine menaçait à nouveau de devenir déficitaire. Et pour aggraver les choses, à cause d'un produit qui apportait désormais des problèmes aux grandes villes de l'Occident. Quelle a été la réaction de l'Occident ? Ironiquement, celle de faire pression sur la Chine pour criminaliser et interdire à nouveau le commerce de l'opium. Autrement dit, auparavant, les Européens avaient fait pression sur la Chine pour libéraliser le commerce parce que cela leur était avantageux. Mais maintenant que la drogue commençait à rendre les Européens dépendants, ils voulaient que la Chine l'interdise. Cependant, il était déjà trop tard et le monstre était déjà hors de sa cage. Ainsi, les triades chinoises mettèrent en place la première grande chaîne commerciale de drogue à l'échelle mondiale, ce qui allait encourager toutes sortes de factions criminelles à travers le monde. Mais au final, qui était cette société secrète chinoise appelée les triades ? Et cela, nous allons le laisser pour le prochain épisode de la série L'histoire du crime organisé. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu et un immense, énorme, super merci aux membres de la chaîne. Pensez aussi à devenir membre de la chaîne. Ainsi, vous aurez accès à du contenu exclusif ici, comme des cours, des lives avec moi et la participation à notre groupe Telegram. Et si vous ne pouvez pas devenir membre de la chaîne, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours aider la chaîne Géopolitique Mondiale en partageant cette vidéo avec tout le monde que vous connaissez. À bientôt et à la prochaine.